Bonjour et bienvenue à votre émission Qu'en pensez-vous? Une émission d'actualité où on décortique, on analyse, on critique, on donne notre opinion sur l'actualité de la semaine. Et avec moi, comme à chaque semaine, j'ai un panéliste de qualité. Et cette semaine, j'ai M. Jean-René Boutin. Bonjour Jean-René. Bonjour Pierre. Ça va bien? plaisir d'entendre que je suis de qualité. Ben oui, en tout cas, oui, une bonne qualité, quand même. Un bon animateur d'une bonne qualité. Non, mais... je te renvoie le compliment. C'est gentil, c'est gentil. Jean-René, es-tu fan de l'hiver, toi? Fais-tu du sport d'hiver? Je suis pas quelqu'un qui va pester contre l'hiver. Je suis pas non plus un pratiquant de sport d'hiver, par contre. Mais j'essaie d'avoir le bon dans chaque saison. Là. Je veux pas que ça ait l'air trop avec une couche de sucre, mon affaire. Là, mais non, je pense que ça a du bien. Fais-tu de la motoneige? Pas vraiment. Je sais que je suis un petit peu un spécial dans la région, comme quelqu'un qui n'a jamais pratiquement fait de motoneige. Okay, je ne sais même pas si j'ai déjà embarqué sur une motoneige. C'est assez particulier. Je croisais il va falloir une personne... couper ce moment-là, parce qu'il y aura des émeutes bientôt. Il va y avoir des émeutes, ça y est. Ça cogne déjà à la porte pour m'en vendre une. Non, mais parce que, on sait ici, c'est important la motoneige. C'est une industrie j'habite le aussi. centre-ville également, donc j'ai pas de chalet, tout ça. Je jour, comprends ça le va. mode de vie aussi, des grandes aires de nature Ouais, sauvage, mais je vis au centre-ville. On a développé ça énormément dans les Énormément. dernières années. On en parle, la saison de motoneige s'en vient, mais on fait de la promotion pour ça parce qu'on est comme le paradis de la motoneige dans le monde, j'ai l'impression. Écoute, on est rendu qu'on fait de la promotion aux États-Unis, partout à travers le monde, pour inciter les gens à venir ici l'hiver. Un touriste qui est bienvenu dans une région où l'hiver, c'est longtemps passé pas grand-chose. Puis là, avec le nouveau sentier qui a été créé aussi, qui a une grosse année l'an dernier parce que tout le monde voulait l'essayer, comment tu penses que ça va se passer cette année? On va avoir de la neige? Et est-ce que ça va encore fonctionner, l'industrie de la motoneige? Bien, si la promotion qu'on fait à l'extérieur fonctionne, ça serait très bien. En plus que c'est des capitaux qui viennent des gens de l'extérieur qui entrent dans la région. Donc, c'est un moteur économique. Ça l'était déjà auparavant. Mais ici, on bonifie encore ça avec des touristes qui viennent de plus loin. Bien, c'est encore un gros plus. Ouais. Et on voit que les infrastructures aussi vont répondre à certains niveaux de qualité que peut-être qu'avec la fréquentation qu'il y avait avant, ils n'étaient pas capables de fournir. C'est extraordinaire parce que moi, j'ai des amis européens qui sont venus quand je les amenais faire de la motoneige. Eux, ils étaient sur le cul, excusez-moi l'expression, là, de réaliser que c'est un réseau routier parallèle partout dans la région là, que tu peux aller. Ça les impressionnait énormément. Le stationnement pour VTT, entre autres, je pense que ça concerne la motoneige aussi. Oui. Donc, ça, on voit, c'est le genre d'installation que je parlais qui s'installe. Et ça aide de voir que s'il y a une progression dans la saison de motoneige, s'il y a des gens qui viennent de plus, bon, on est encore mieux organisé. Les motoneiges qui passent dans la rue, ça va, mais si on sait c'est où, si on sait à quel moment est-ce qu'on doit se méfier, tandis que si c'est un peu partout dans le village, on a un petit peu l'air d'être broche à foin, si vous me pardonnez l'expression, tandis que là, ça s'organise de manière, on va dire, droite, de manière assez... La seule affaire, moi, que j'ai notée, et là, c'est une question de sécurité. Je pense que les gens ici sont habitués puis sont en général très prudents avec leur motoneige. Mais j'ai remarqué que il y a de plus en plus d'accidents de motoneige. Oui. Et ça va avec le fait qu'il y a de plus en plus de touristes qui viennent ici, qui n'ont jamais fait de motoneige, et que là, ils embarquent là-dessus, puis ils décollent, puis c'est des accidents. Mais je pense que la sécurité doit être enseignée aussi aux touristes parce que c'est tout que des engins. Sans oublier les locaux, parce que je connais beaucoup de personnes qui font du hors-piste et je connais presque autant d'histoires rocambolesques que de personnes. Donc, même plus, parce que chacun en a son lot, mais parfois, on parle d'accidents. Je disais pas plus tard que la semaine passée, je connais 2 personnes qui ont eu des accidents de skidoo et je connais 2 personnes qui ont mal dans le dos. En tout cas, ils sont encore vivants parce qu'il y a quand même ils sont des encore décès, vivants. Par contre, ça aurait pu être très grave dans le cas de certains. L'une des 2 traîne un mal de dos persistant, mais l'autre aurait pu se briser des vertèbres. Il y en a eu brisé une, mais c'était moins grave que si c'était l'autre d'à côté, je crois. Là. OK. Donc, on va souhaiter bonne saison de motoneige à tous les motoneigistes qui ont hâte de voir de la neige. Oui. J'en connais qui ont déjà tout préparé. La meilleure des saisons possibles et pas d'accident. Oui, c'est ça. Et prudence à tous, s'il vous plaît. Donc, c'est ça. Allons maintenant, on va faire du pouce là-dessus, sur les accidents. À l'hôpital de Dolbeau. En motoneige, on peut-tu? Oui, je pense que oui. C'est une bonne soute. L'hôpital de Dolbeau, on sait qu'il y a des problèmes avec la radiologie, entre autres. Il n'y a pas de spécialistes. Puis des fois, le service était fermé les fins de semaine. Ça causait des problèmes. On apprend que là, quand il y aura des urgences, ceux qui ont besoin de radiologie vont être traités, mais à Roberval, la fin de semaine. La semaine, donc, ça semble être correct. Qu'est-ce qui cause ce problème-là? Comment on peut le régler? Là, je le sais que la solution, c'est d'engager des nouveaux radiologistes, mais ça a l'air assez complexe.
Est-ce que le regroupement du CIUS fait en sorte qu'on est en train un peu de perdre des services ou c'est juste une situation qui est temporaire, mais il me semble qu'elle est temporaire depuis longtemps? C'est peut-être allié avec la pénurie de main-d'œuvre, mais là, rendu là, est-ce qu'on réussit à être attractif? Il y a beaucoup de choses qui se mettent en branle avec, entre autres, la stratégie de main-d'œuvre unifiée là, entre les deux MRC. Donc, mais est-ce que les instances publiques vont participer à ça? Je pense que ça vise autre chose un petit peu comme clientèle. Ça vise peut-être plus les PME qui ont des besoins de main-d'œuvre criante. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas un intérêt aussi des services publics d'importance comme la santé, d'autant plus, à se lier à cette espèce de mécanisme d'attraction pour amener les gens à venir ici, pour nous fournir des services dont on a besoin, dont les entreprises ont besoin. Et là, quand on parle d'une entreprise qui fournit des soins de santé essentiels à la population. Puis là, avec le changement de gouvernement, j'ai hâte de voir aussi si l'approche va être différente. On sait que chaque nouveau ministre de la Santé amène sa réforme. Là. Oui. Fait que j'ai hâte de voir, mais c'est un problème qui est quand même important, là, parce que Robertval, c'est pas loin, mais c'est pas à côté non plus. Non, mais ça fait une bonne heure de déplacement, certainement. Puis, non, Moi, je pense qu'il faut que ce poste-là devienne attrayant. Il faut qu'il soit capable de le vendre. C'est bien beau de dire on n'a pas de service, mais il ne faut pas s'asseoir et dire ben on n'est pas capable de fournir. Il faut essayer d'aller chercher quelqu'un. Mais ça me fait penser à un film, ça, tiens. Donc, la grande séduction de ça. Mais on n'est pas Sainte-Marie-la-Moderne, pourtant. Là. On a d'autres choses que juste 3-4 maisons de bois. Peut-être une idée, il faut trouver un radiologiste qui aime faire de la motoneige. Ouais. Très bien ça. Ou lui vendre l'attrait de faire de la motoneige s'il habitait à un endroit où il ne peut pas en faire. Bon, restons dans l'hiver. Parlant de neige, on parlait de Noël. La maison du Père Noël qui est moi, je vais le dire, extraordinaire. Là, à Girardville, chaque fois que je vais là avec mes enfants, c'est vraiment... Ils ont vraiment réussi à créer développé la avec les années. Ça n'a pas resté oui. strictement la même chose qu'au départ. Là. Mais après, bon, plusieurs années, les promoteurs ont été épuisés parce que c'était un gros mois là, dans leur année. Là, la facture d'hydro, elle doit être assez intense. Quand j'étais jeune et que je la visitais, là, je me souviens de chercher les compteurs d'électricité juste pour voir à quel point ça tournait. Non, c'est tellement magique de voir les enfants là-bas. Donc, on sait, l'an dernier, il avait dit, c'est notre dernière année, on est en train de transférer ça à une corporation à Girardville qui vont s'en occuper. Mais là, le transfert est long, on attend, entre autres, de l'argent, et ce qui fait qu'on prend une pause. Donc, cette année, il n'y aura pas de maison du Père Noël, mais ça devrait revenir, on l'espère tous, en 2019. Puis on sait que ça attire énormément de visiteurs. Es-tu déjà allé? Oui, je suis déjà allé. J'avoue ne pas être allé récemment, mais j'ai eu vent des changements. Mais c'est une très belle attraction. Mais ça me semble... Ben, oui, tu peux aller voir chaque année ce qu'ils ont fait de changement, mais il faut se réinventer beaucoup. Là, si on veut que les gens retournent à chaque année la même clientèle. Mais quand tu as des enfants, pour vrai, tu peux y aller 4 fois. Là, avec des enfants. Le mien est un peu jeune encore pour être la clientèle type. Là. Mais ça va venir parce que moi c'est ça. Là. Comme adulte, tu as du plaisir, mais à voir la magie dans c'est un gros défi. Enfants. Puis là, on prend une pause, puis ça me rappelle un événement. Peut-être on peut faire une petite parenthèse historique. Saviez-vous que le Festival du Bleuet avait déjà connu une pause également? Ah oui? Il avait été en faillite. Et la fête du Bleuet a repris le relais pour quelques temps. Donc, il y a une discontinuité historique là, dans l'organisation du Festival du Bleuet. Donc, mais on veut que ça continue, puis on espère que c'est ça, parce que la communauté à Girardville, on a vraiment pris ça en main. On veut garder ça, ça attire des gens. C'est un site extraordinaire. Je leur souhaite toutes les chances, en fait, que ça se règle assez rapidement pour que... Bon, ben là, on assume qu'on n'en a pas cette année, mais que ça revienne rapidement, parce que là, on sait que si on arrête... On parlera, moi je peux parler du Festival des compteurs qui avait pris une pause, puis la pause a duré depuis qu'ils l'ont pris. Oui, c'est ça. Si c'est comme des pauses dans les relations amoureuses, ça finit souvent en rupture. Je parle pas d'expérience, remarque. Non, mais j'aime ton... L'expérience des autres que j'ai vues. Des autres que tu as eues. De tout le monde. On a effectué une corvée de nettoyage, en fait, dans la baie de... Parmigan. Excusez ma prononciation. Oui, l'orthographe est quand même assez compliquée. Oui. C'est intéressant parce que moi, j'ai grandi proche de là. Moi, mes parents habitaient à Vauvert. Et puis, c'est un lieu, mais on voit de plus en plus ça, tu sais, des gens qui se mobilisent pour nettoyer les berges ou les déchets. Parce qu'on le sait, hein, si on ramassait chacun un déchet par jour, là, on ne réglerait pas tous les problèmes, mais au moins, on aurait on diminuerait de beaucoup la problématique. Oui, puis déjà, ici, hein, moi, j'ai voyagé énormément, puis... Je me rappellerai toujours être allé faire de la randonnée pédestre en Ukraine et de réaliser comment nous, on était propres par rapport à eux qui jetaient encore plein de déchets parce qu'il n'y avait pas de poubelle nulle part. En fait, c'est une autre affaire.
faut créer ces instances-là. Et là, on a vu une action collective des gens qui se sont mobilisés pour nettoyer un secteur. Je pense que c'est simple pour les écosystèmes, en fait. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Quand même. Si tu me rappelles, là, tu me parles de l'Ukraine par rapport à ici. Et je vais le ressortir encore. Quand on parle d'environnement, on parle de changement social nécessaire. Et aller à Singapour, aller dans les communautés du sud-est asiatique, au sud de l'Asie, au Japon, tout ça, ces gens-là sont extrêmement disciplinés sur leurs ordures. À Tokyo, chercher une poubelle, c'est une aventure. Parce que les gens sont habitués de traîner un sac d'ordures. D'ailleurs, des fois, on en voit en vente dans les commerces ici. Ça vient d'Asie, ces produits-là. En général, des fois, ils les exportent ici. Okay. On va en faire toutes sortes d'utilisations, mais c'est des sacs à rebut. Donc, les gens ils vont aller faire un petit pique-nique, mettre tout ça là-dedans. Ça sent pas mauvais, c'est bien scellé. Et on va trouver une poubelle chez soi où est-ce qu'on travaille. C'est une habitude sociale. Une habitude sociale. Et ça s'enseigne, c'est difficile à installer vraiment dans une population, mais ça se fait par différents moyens de marketing, on va dire, de publicité. Et faut que ça revienne à atteindre, on dirait, le fond là, de la population, le fond du bassin, pour que ça, comme ça se sédimente comme habitude, mais c'est difficile d'en arriver là. C'est un processus qui est long, qui est complexe. Il faut rejoindre toutes sortes de personnes. Oui, moi, je vois un processus de sensibilisation qui est devenu à l'inverse. Historiquement, je pense que les parents donnaient des bonnes manières aux enfants en leur disant « fais ci, on fait ça ». Mais ça, des fois, ils ne l'avaient pas. C'était pas à mode. On n'en parlait pas d'environnement. Puis aujourd'hui, c'est beaucoup les enfants qui vont éduquer leurs parents, leurs grands-parents à faire attention à l'environnement. Moi, ma fille, je peux dire que si je vais faire l'épicerie avec, je ne peux pas prendre un sac de plastique là, parce que je me le fais dire. Oui, je vois le genre. C'est les jeunes qui sermonnent les vieux sur certaines choses. Ils ne pourraient peut-être pas les sermonner sur leur utilisation des médias sociaux, qui est parfois négligeante, parfois. Là, mais les deux classes d'âge, parfois, sont à prendre en défaut là-dessus. Fait que, est-ce qu'il y aura d'autres? Est-ce que tu sais si on a d'autres genres de... Parce que ça, c'est la Société de gestion environnementale qui a mené ce projet-là. Qui mène beaucoup de combats, qui sont pas faciles, C'est par des petits combats, en fait, qu'on va réussir à changer la société aussi, là. Parce que plus les gens vont être habitués, vont trouver ça légitime de poser telle ou telle action, puis à un moment donné, les politiques n'auront plus le choix de légiférer. Il y a le parc national le parc régional des Grandes Rivières aussi qui envisageait la tenue de telles corvées. Je ne sais pas où le dossier s'est rendu exactement, là, mais il faut amener les gens à être des sortes d'amis des parcs. Il faut comme être appelé à avoir un sentiment de propriété et donc un sentiment de propreté nécessaire dans ces endroits-là. Et on parlait la dernière fois qu'on s'est vu, c'est-à-dire il y a 2 semaines, on parlait de l'utilisation de la pointe des pères et j'ai mentionné à ce titre qu'il va falloir être conscient de l'impact qu'on peut avoir, donc des déchets qu'on peut laisser, même de l'érosion. Là, on parle de gens qui vont surtout faire pratiquer des activités à pied, j'imagine, mais 10 personnes dans un sentier, c'est différent de 0,2 par jour. Mais là, je pense pas qu'il y a 0,2 par jour dans la pointe des pères. Mais si on double le nombre, si on le met quadruple même, là, on a un impact plus important et c'est des choses qui vont être à tenir en compte. C'est une habitude. Je peux pas comprendre encore qu'aujourd'hui, il y a des gens qui font « Ah, je vais jeter ma canette dans le fossé. Hey, mais mon Dieu, je peux pas croire que tu n'en as pas entendu parler. » Là, merci aux gens qui font le ménage pour vous, là, monsieur qui jette sa canette dans le fossé. Mais il faut changer nos comportements pour pas re-remplir le fossé de canettes. Moi, je ne le nommerai pas, mais je connais un homme. Je pense qu'il veut rester anonyme dans son action, mais il a entrepris de nettoyer les berges. En fait, la grande pente près des berges, l'aménagement des berges du côté de la plage du secteur de Lebeau et les alentours. Il a commencé par les gros morceaux. C'est hallucinant ce qu'il a trouvé. Des barbecues, Pierre, des morceaux de métal énormes, des gros déchets. Ensuite, quand il a eu fini cette grosse tâche-là, des gros morceaux, il est passé au moyen, puis avec un sac avec les petits. Donc, c'est tout un nettoyage qui a été fait bénévolement par quelqu'un qui s'est trouvé à être scandalisé par l'état des choses. Ah oui, il y a des gens Il y a des gens qui ont vraiment la conscience très pointue et d'autres qui jettent leurs canettes dans les fossés. On vous parle à la télé, ici, on parle de vous, mais pas en bien. Donc, essayez que la prochaine fois, on vous mentionne pas. Ceux qui ont déjà fait de la plongée sous-marine, hors dehors, que dans des lieux où tu sais, ceux qui sont allés dans le lac ou dans le Saguenay ou tout ça, des fois, tu retrouves des carcasses d'auto, des pneus, des affaires qui n'ont pas de bon sens. Imagine tous les produits pétroliers qui se retrouvent dans le fond avec une carcasse d'auto. En tout cas, le mot est lancé. Merci aux gens de la Société de gestion environnementale qui ont pris cette initiative-là. Et puis, j'espère qu'il y en aura d'autres et qu'il y aura de plus en plus de gens qui vont participer à ce genre de prérogatives. On va parler du club de judo Albatros parce qu'ils ont des nouveaux locaux.
On sait que c'est le club de judo, je ne sais pas combien de temps ça dure, mais ça fait vraiment longtemps que ça existe. Pour on a eu plein de médaillés. C'est une institution. Ah oui, oui. Et puis là, on a... c'est M. Lévesque, Laurien Lévesque, qui avait parti ça à l'époque. Et puis là, c'est devenu une institution ici. Oui. On a plein de jeunes, d'adultes qui ont gagné des tournois, des championnats, des médaillés. On pourrait en nommer plein. Et là, maintenant, il y a des nouveaux locaux qui sont situés au deuxième étage là, de l'ancienne... au-dessus de l'ancien cinéma Mistassini. Je ne sais pas le nom de la bâtisse. Ah oui, le centre social communautaire des années, donc, des années 50, ouais, 51. Des nouveaux locaux. Donc, c'est le fun pour un organisme d'ici qui peut continuer à se développer et continuer de donner des services de qualité. Certainement. On parlait d'au-dessus de 80 membres. Là, c'est quand même pas mal de jeunes. Et de oui, gens dans un petit milieu, partaient. c'est beaucoup de personnes. Bien, M. Lévesque était enseignant. Oui. Donc, je pense qu'il a pu avoir une synergie, justement, entre sa présence auprès des jeunes et le fait que le club a bien vécu, a toujours eu un flot de membres. Oui. Fait qu'on va lui souhaiter longue vie. Hein? Bravo pour leur nouvelle installation. Certainement. Donc, c'est le fun que ça dure et ça perdure. Moi, j'ai jamais fait de judo. Tu as déjà fait de judo? Non, du kung-fu, par contre, Pierre. Étant jeune, vers l'âge de 7-8 ans peut-être, je me suis rendu à la ceinture orange, qui en soi, c'est pas tellement élevé. C'est la 3e ceinture, la blanche, jaune, orange. Ça varie en fonction des arts martiaux, des studios un peu. Mais tout ça était très codifié, évidemment. Ouais. Le kung-fu, c'est un art martial qui est proche du karaté à certains moments. Il y a des mouvements qui sont en commun. Et c'est quelque chose d'assez intéressant. Moi, je dois avouer que j'étais un peu, là, je connais pas ça, là, okay. À part les films de Jackie Chan. Un de mes amis, d'ailleurs, est médaillé karaté kung-fu dans des compétitions internationales. Okay. Donc, j'ai connu des gens de qualité là-dedans. Puis ça amène une discipline, une rigueur qui se transmet vraiment à la personne. J'ai gardé quelque chose de ma formation en kung-fu, Pierre. Oui. Si tu permets. Donc, on écarte les jambes comme ça quand on marche dans un endroit où on n'est pas sûr du terrain ou quand il fait noir. Comme ça, on ne bute pas le pied sur quelque chose. On va rencontrer avec le côté du pied en premier. Et c'est très utile pour ne pas se cogner les orteils dans le noir. Ah, bon, ben quand même. Hein, des petits conseils d'arts martiaux ce matin. Ouais. Donc, bonne continuité au club de judo Albatros. Bon, là, on n'a pas eu de précision, mais on a entendu dire que les élections partielles dans le comté Roberval pour remplacer le député démissionnaire, M. Philippe Couillard, auraient lieu le 10 décembre. Ça, c'est une information qui reste à confirmer. Il était supposé être confirmé aujourd'hui. Au moment où vous écoutez l'émission, probablement que c'est confirmé ou pas. On ne l'a pas confirmé aujourd'hui à cause de la mort de M. Bernard Landry. On va y revenir plus tard là-dessus. Et on parle, bon, ça, c'est la première nouvelle. C'est quand même rapide. Oui. Je trouve ça honnête. J'ai un peu été surpris. J'ai fait « Ah, déjà? » Parce qu'on a eu l'habitude, probablement, avec Justin Trudeau, qu'il étire tout le temps. Oui, et là, il y avait 3 candidats pressentis. 2, 3. Ouais, là, en plus, il n'y avait pas... on se bousculait presque au portillon là, pour être candidat. On sentait l'opportunisme évident. Bien, c'est sûr. Et pour la CAQ aussi, qui déclenche l'élection, elle a l'impression qu'elle va gagner facilement le comté, puisqu'elle est en début de mandat et qu'elle va être au pouvoir. Les gens, habituellement, s'il y a un candidat plus ou moins de qualité, risquent de passer assez facilement parce que les gens veulent avoir en préférence quelqu'un qui est au pouvoir. Et non quelqu'un de parachuté qui, pourtant, on l'avait mentionné, avait récolté des scores plus qu'intéressants pour une personne de ce genre là, qui ne vient pas de la région. Qui était en plus face au premier ministre sortant. Là, on avait parlé il y a 2 semaines, je pense, des gens qui étaient intéressés à représenter la CAQ. Et là, la CAQ aurait possiblement, c'est encore une information qui n'a pas été confirmée, mais les rumeurs semblent dire que ce serait Nancy Guillemette qui serait candidate pour la CAQ, ancienne conseillère municipale à Roberval, qui avait eu d'ailleurs plein de démêlés avec l'ex-maire Guy Larouche. Là. Moi, Donc, c'est ça, on va voir. C'est pas nouveau que la CAQ choisit des candidats qui étaient au centre de démêlés semblables, qui avaient déjà eu des chicanes avec d'autres personnes du milieu municipal. François Tremblay dans du bout, là. À Montréal aussi, je crois que c'est la ministre qui est responsable de Montréal qui n'était pas du tout amie avec Mme Plante. Donc, en même temps, ça prend des gens de caractère. Hein? C'est pas parce que les gens ne sont pas d'accord avec elle que c'est une mauvaise personne. Non. Je pense que c'est sain dans la vie d'être en désaccord. Des fois, c'est juste difficile avec certaines personnes d'être en désaccord et là, ça devient des drames. Là, quand, je pense qu'en se parlant, on peut régler beaucoup de choses. Effectivement. Fait qu'on va voir. As-tu des informations? As-tu entendu des gens au niveau de Québec solidaire, du Parti québécois ou du Parti libéral qui voudraient ou qui auraient démontré leur intérêt pour se présenter? Moi, j'ai rien vent de ça. Peut-être que je ne suis pas aussi proche de certains cercles politiques pour te répondre. Ben non, en même temps, d'habitude, je suis assez bien
Pas de doute là-dessus. nourri Tu vois, là-dessus, regarde, mais- on n'a rien, ni toi, ni moi. Là. J'ai même parlé à des gens là, de certains partis, puis là, j'avais pas d'informations. Ça, en plus, c'est de bon augure pour la CAQ. Ça doit être une des raisons, d'ailleurs, pourquoi ils ont déclenché l'élection partielle aussitôt, parce qu'on sent qu'il y a peut-être un vent de désorganisation Ouais, à c'est l'intérieur ça, de là, certains ils profitent partis, de là, l'accalmie entre autres, pour les rentrer, libéraux là. et le Parti québécois qui ont vraiment une restructuration, il faut qu'ils se regardent dans le miroir, je pense, là, par rapport à la défaite qu'ils ont subie chacun. D'ailleurs, il y a un côté. parti politique qui est méconnu, Source du Québec, qui se présente comme le nouveau parti libéral du Québec. Donc ouais. là, on profite probablement aussi de cette espèce de débâcle historique pour montrer, regardez, peut-être que si vous étiez un sympathisant déçu du Parti libéral, voici l'alternative. Oui, mais en tout cas, le Parti libéral, ça va être dur à... C'est pas comme, tu sais, on pense à l'Union nationale, on pense à l'ancien Parti conservateur qui ont finalement changé. Le Parti libéral a toujours été là, hein? Fait que faut voir, c'est une idéologie qui est assez populaire, en fait. Qui a été, en fait, l'idéologie a été n'a pas été tout à fait calquée sur le parti dans les dernières années avec, depuis Jean Charest qui était un conservateur. Le parti avait vraiment pris une tendance beaucoup plus à droite que le Parti libéral de Jean Lesage. Il faut rappeler qu'est-ce que le libéralisme. Le libéralisme, c'est fondé sur le libre marché, c'est fondé sur des idées qui nous viennent pratiquement du 18e siècle. Et je ne dis pas ça de manière péjorative. Hein? Non, mais c'est vraiment le moi contre une certaine déréglementation, mais pas aussi extrême que certains conservateurs vont l'amener. On veut faire des programmes sociaux chez les libéraux. On est quand même dans le centre droit, donc on est dans une optique là, de favoriser l'entreprise, ne pas trop mettre de réglementation, mais intervenir plus qu'un conservateur serait porté à le faire. Donc, on va voir, on suit ça de près, on va vous en parler d'ici les prochaines semaines. On va parler maintenant de quelque chose de un peu moins drôle. C'est la dépression. Donc, la dépression, c'est quelque chose qui est déjà pas drôle. Moi, je tiens à rappeler d'ailleurs d'être face aux gens qui ont une dépression. Des fois, il y a des préjugés. Hein? Oui, mais il ne faut jamais oublier qu'une dépression, un épuisement professionnel, c'est une maladie qui se soigne, qui se traite comme l'anxiété et comme une grippe. Parce que quand tu as la grippe, là, les gens font « Ah, ben tu sais, prends un verre d'eau, prends soin de toi. » Mais quand tu as une dépression, les gens ont souvent tendance à juger. Mais je vous rappelle, c'est une maladie qui se soigne et c'est important d'en parler et d'avoir le même rapport face à ce genre de maladie-là. Et là, particulièrement, ce qui me touche en ce moment, c'est la dépression chez les agriculteurs. On sait que c'est un métier qui est pas facile. Prendre la relève d'une ferme familiale, tu as un énorme poids sur les épaules. C'est un travail où tu ne comptes pas tes heures, où tu ne fais pas beaucoup d'argent, où tu as à investir beaucoup, puis où la réglementation, que ce soit environnementale, que ce soit pour les produits, la qualité des produits, les lois fiscales et économiques, là, on a vu la brèche dans la gestion de l'offre, complique énormément les choses et on voit de plus en plus la dépression chez les agriculteurs. Et il y a d'ailleurs un jeune agriculteur de Normandin qui, lui, a cassé, puis il a osé, et je salue son courage, parler aux médias pour le dire, pour parler de sa situation. Et là, il va mettre sa ferme à l'encan parce que, sa vie est plus importante que le reste. Mais ça démontre qu'il y a un grand malaise dans la vie de ces gens-là et que ce n'est pas un métier facile d'être agriculteur. Les horaires de ces gens-là, je les salue parce qu'ils ont des horaires pratiquement 24 heures sur 24. Ils peuvent être appelés n'importe quand à régler quelque chose. S'il se passe quelque chose sur la ferme, c'est en général leur lieu d'habitation aussi, le lieu où la ferme se trouve. Donc, il faut absolument régler ça vite, sinon on perd énormément de choses. Donc, c'est des gens qui sont toujours stimulés, qui ont beaucoup de difficultés à prendre des vacances. Et lorsqu'on a un manque de repos accumulé, c'est là que la maladie mentale peut avoir un lit beaucoup plus confortable pour s'installer. Oui. Et là, quand c'est installé, ça devient physiologique. Donc, il y a une impossibilité de la personne à remonter ses niveaux. Et c'est là que c'est pas une question d'attitude, c'est une question d'impossibilité corporelle. C'est pas tout le monde qui sait où aller chercher de l'aide non plus. Puis c'est difficile parce que moi, là, je pense, là, mettons, les normes sanitaires, le MAPAC, les animaux, après ça, les produits que tu fais, la qualité, là, l'économie. Beaucoup de pression. Énormément. De toutes parts. Oui, ça ne doit pas être évident. Et est-ce qu'il y a quelque chose de plus fondamental que l'agriculture? Se nourrir, essayer de continuer à survivre, de produire de la nourriture pour une population mal valorisée, je te reprends. Mais moi, il y a des choses que je comprends pas. Tu sais, je comprends pourquoi, mettons, on va valoriser un métier comme la médecine, de ces gens qui ont brillant, qui sauvent des vies.
Mais je pense qu'on les met très haut dans notre échelle et les agriculteurs très bas. Et pour moi, là, ils ont une valeur équivalente. Regarde, Pierre, juste la façon dont on parle. Tu sais, les expressions comme broche à foin, on fait référence aux cultivateurs qu'on pense être brouillon. On parle d'être colon. Tu sais, les premiers colons qui sont arrivés, qui ont défriché, c'est des gens qui ont fait des choses absolument incroyables. Avec rien. Avec rien. Qui profitaient de se faire donner une terre pour aller la coloniser, mais ils repartaient des fois, ils partaient d'Héberville, s'en venaient dans la région du lac Saint-Jean plus profondément, et ils recommençaient à zéro. Oui. Et les familles ont mangé de la misère pendant des années. Il y a des témoignages à vous lever les poils sur les bras de la part des jeunes enfants qui étaient... on a ça, entre autres, dans le fonds de la télévision communautaire. Donc, je ne peux pas en aborder plus que ça, mais c'est en traitement. Le fonds de la télé communautaire de Normandin, qui était une pionnière à l'époque. La première télé communautaire au Québec. Exactement. Ouais. Et un statut de pionnier pratiquement mondial pour le genre. Et on entend des témoignages d'aînés qui, pas eux, mais leurs parents ont été les acteurs de la colonisation. Et c'est des témoignages assez percutants de misère. Il faut avoir un respect pour ces gens-là. Là. Puis, chapeau. Même si des fois on trouve que leur accent est différent ou tout ça, là, écoutez, ça n'a pas de place à un jugement comme ça pour... Donc, lâchez pas les agriculteurs. En tout cas, nous, ici, on est avec vous, derrière vous. D'autres félicitations, hein, on va donner ça. Richard Martel, le député fédéral conservateur du Saguenay. Qui est sorti du monde du hockey. Qui est sorti du monde du hockey. A été élu étoile montante de la Chambre des communes à Ottawa. Est-ce qu'ils ont voulu faire un clin d'œil au... Ben, je sais pas, mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est voté par les membres. On sait que Karine Trudel avait été en nomination pour parlementaire de l'année. Elle n'a pas remporté, mais Richard Martel a remporté ça, étoile montante. Pour quelqu'un que ça fait peu de temps qui est arrivé en politique, c'est quand même, on doit le féliciter, le saluer. C'est parce qu'il prend sa place. Je pense qu'il y a une certaine humilité aussi à se dire qu'il y a tout à apprendre. Et je pense que ça l'aide. Et bon, probablement qu'il a changé, qu'il n'utilise pas le même ton qu'il utilisait quand il était derrière le banc des Saguenayens. Non, c'est sûr que non. Il doit apprendre certainement une autre façon de communiquer avec le contexte de la Chambre des communes. Ouais. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a des gens qui viennent de des différents domaines professionnels qui vont se lancer en politique. Puis on ne serait pas porté à penser que ça mène à la politique, mais tout mène à la politique, tout peut devenir bien, tout est politique, parce que la politique s'occupe de tous les secteurs de la société, donc c'est important. Et je rêve, hein, là c'est un peu une boutade, là, je rêve de voir Richard Martel monter sur son bureau comme il faisait quand il montait sur la bande pour engueuler les arbitres, mais là pour engueuler le président de la Chambre des communes, ça me ferait rire. Ouais, ça serait bien amusant. Donc, on va s'en aller à Saguenay pour les prochains dossiers. Premièrement, il y a des cas de la commission scolaire de la Jonquière qui ont été carrément renvoyés, mis à la porte pour mauvaise procédure. Là, on ne parle pas nécessairement de gros montants, mais on parle de mauvaise 5 000 $, je crois. Oui, c'est ça, mais utilisation de fonds publics à mauvaise escient, et ça de manière répétée. Il y a une enquête externe d'une firme extérieure de consultants qui a analysé tout ça. Ils sont arrivés à ces résultats-là. On présentait ça devant la commission scolaire et on a décidé de mettre à la porte ces deux personnes-là, qu'on n'a pas de nom, là, on n'a pas nécessairement non plus exactement quoi, mais on sent que c'est des relevés de dépenses, d'hébergement, des choses comme ça, ou donc une malversation. Bon, je ne connais pas les détails, là, je parle peut-être à travers mon chapeau, mais moi, je salue ces mouvements-là parce qu'à un moment donné, on peut donner des chances, mais quand ça revient souvent, il faut mettre une ligne pour montrer l'exemple, pour qu'à un moment donné, les gens arrêtent d'utiliser ça. Moi, je sais qu'à une certaine époque, là, les comptes de dépenses, c'était comme des bars open, puis on a vraiment abusé de ça. Puis aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a des règles strictes, puis c'est correct, moi, je pense. Oui, c'est correct. Et ma mère aussi me faisait un témoignage quand elle était plus jeune. Elle me faisait écho que certains commissaires locaux ne faisaient pas grand-chose et gaspillaient un peu de l'argent. Ça semble être une situation dans la région. On a des institutions qui sont récentes. Il y avait des contextes de création, de nouveautés, de tout ça. Et il y a des gens qui ont été placés là et on n'est pas dans... Il n'y a pas eu beaucoup de renouvellement encore. Le temps n'a pas assez coulé pour qu'on ait beaucoup de brassage. Donc, des fois, il y a des gens qui se sont retrouvés là parce qu'il y avait un besoin de personnel. Et il y a des gens qui ont eu tendance à abuser du système parce qu'on avait besoin d'eux. Ils étaient là, ils faisaient supposément le travail et il y en a qui se sont permis des largesses et ils n'ont pas été critiqués parce qu'il y avait soit personne d'autre ou ils ont installé leur pouvoir de manière assez solide au fil des années. Mais c'est bon de voir qu'on fait le ménage. Oui, ben en tout cas, au moins qu'on a pris ça au sérieux, hein, une certaine rigueur. Encore une commission scolaire du Saguenay qui a des difficultés. Oui, ça on va ne peut pas le remarquer. C'est sûr qu'il y a eu des... C'est pas la même. Non, c'est pas la même, mais bon, ça reste l'éducation au Saguenay qui n'est pas le même qu'ici. En tout cas, on n'a pas les mêmes sortes de problèmes.
Autre chose, bon, on va parler parce que c'est pas la seule municipalité qui l'a fait. À Saguenay, il y a eu une hausse du salaire des élus qu'on a peut-être passé de 30 000 à 50 000, là, grosso modo. Bon, c'est arrivé à Alma aussi, des hausses de salaire, je pense que c'est normal. Ça n'a jamais bonne presse, par contre. Ça n'a jamais bonne presse. Un politicien qui voit son salaire augmenter. C'est certain, sauf que la réalité, c'est que ces gens-là travaillent 24 heures sur 24. Ils sont tout le temps appelés s'il y a un problème. Ces gens-là, dans le privé, feraient beaucoup plus d'argent. C'est un don de soi. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ça. Est-ce que les hausses de salaire sont justifiées? Je n'ai pas assez de données pour dire oui, non. Moi, je pense qu'à un moment donné, ces gens-là doivent le faire parce qu'on voit entre autres dans les petites municipalités où c'est toutes des personnes à retraiter qui sont conseillers ou maires parce que, écoute, là, avec leur salaire, ils ne peuvent rien faire. Non, là. Je veux dire, c'est au nombre de réunions, de rapports. Fait que ceux qui font ça à temps plein dans la municipalité, moi, je trouve ça correct, en fait, qu'il y ait un salaire décent. Là. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'une des raisons, entre autres, pourquoi le salaire des juges est élevé, pourquoi le salaire, c'est pour enlever la corruption. Tu ne fais pas beaucoup d'argent. Oui. Tu sais, c'est plus facile à te corrompre parce que je vais t'arriver, gars, si tu veux faire, on pourrait-tu s'arranger? Oui. Là, si tu as un salaire décent, à un moment donné, tu es capable d'être plus intègre, je pense. Et là, il y a 2 poids, 2 mesures chez une certaine partie de la population qui pestent contre les hausses de salaire des politiciens, puisque les mêmes personnes en général vont pester terriblement contre la corruption. Oui. Mais il faut qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre. Donc, ça prend des conditions de travail acceptables, ça prend une rémunération qui l'est aussi. C'est sûr que la personne qui tire le diable par la queue, puis qui n'est pas payée, qui est sous-payée pour son travail, peut-être que, je ne dis pas que c'est une relation de cause à effet, mais peut-être que c'est plus tentant, des fois, d'essayer de passer par un à côté ou de faire un petit virage croche un petit peu. Parce que bon, l'argent n'est pas au rendez-vous. Ah oui, travailler au noir, travailler. Tu sais, il y a plein ou que ce soit pour se donner de la popularité parce qu'on n'a pas d'argent, mais on va avoir au moins de la popularité. Donc, ceci amène cela. Donc, on ne fait pas exprès d'avoir des conditions qui vont favoriser des raccourcis, on va dire. Oui. Je trouve ça très juste ce que tu dis. Donc, je donne mon appui là-dessus aux hausses de salaire qui ne sont pas non plus exagérées. Là, je veux dire, ça reste correct. Pour le stress aussi qui est vécu par ces gens-là, là, parce que dans la rue, à l'épicerie, tout le temps, les gens leur demandent. C'est pas vrai qu'ils arrêtent de travailler quand tu sors du bureau, parce que quand tu es un élu, que tu ailles à l'épicerie, peu importe où, les gens vont te parler. Et dans la rue, des fois, ils se font engueuler comme du poisson pourri. Là. Oui, parce qu'on a toujours une certaine mentalité qui nous vient de notre proche passé catholique pratiquement intégré. Qu'un Québécois, il ne faut pas qu'il se pense plus haut que la tête d'un autre, là. Pas d'un cheveu. Donc là, on se fait prendre. Oh, tu te prends pour qui? Puis c'est un tel, puis on les traite de nom, puis on lui manifeste très peu de respect. Oui. Je pense qu'on a le droit de parler de notre mécontentement. C'est très sain, mais il y a une manière de le faire, puis j'avoue, comme toi, qu'il y a des gens qui ont plus de misère. C'est un art qui était, comme je dirais, plus développé, plus usuel de voir l'art d'exprimer le mécontentement. Peut-être parce que les fameux cours qu'il y avait dans l'institution publique à l'époque, qui parlaient plus d'oratoire, qui parlaient plus de manière, n'existent plus. Ouais. Mais on a perdu, on dirait, cet ethos de société-là d'exprimer son mécontentement avec classe, en gardant sa contenance, en disant, tu sais, genre, ça, c'est mes 2 sous, on va dire. C'est pas grave si t'es pas d'accord avec moi. Moi, je suis pas ton ennemi, je suis quelqu'un qui vient critiquer. Une critique, ça se peut que je sois vraiment pas content, mais regarde, écoute, on va se parler, comme tu disais. Pas être d'accord, c'est sain, on va faire avancer les idées. Oui. Puis si ça marche pas, mais il faut se relever après. Ben oui. Il ne faut pas commencer à... La haine est un poison qui te tue toi et non ton ennemi. T'as raison. Bon, pour mon autre point, je suis encore à Ville-Saguenay, mais là, je vais être moins gentil. Bon, on a formé un comité sur le patrimoine. Ben, c'est il n'y a plus rien à protéger, mon Dieu Seigneur. Bon. Non, mais là, je ne mets pas la faute sur l'administration présente. Je comprends la situation que la maison Bossé est enclavée, mais je pense même à l'époque de la maison Lévesque, c'est complètement absurde, là, cet édifice-là. Là. Je ne dis pas qu'il n'y a pas son utilité, mais l'endroit où on décide de le construire à l'époque de l'administration Tremblay, là, je parle du foyer, là, ça détruit complètement le paysage. Il faut respecter notre patrimoine. Après ça, comment tu veux sauvegarder un patrimoine local? Bon, former un comité du patrimoine, c'est chouette, mais à un moment donné, il va falloir passer à l'action, protéger les institutions. Il ne faut pas que ça soit fantoche. Ben non. Ça ait une capacité de bloquer des décisions dans une certaine mesure, puis de dire voici professionnellement ce qu'on doit conserver, voici ce qui est important de faire, ce qui est important de respecter, et qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui l'est moins. Il y a un tri à faire aussi. Là. Le tri est une opération anarchie, là, mais ça se fait aussi à d'autres niveaux. Là. Mais éliminer ce qui est éliminable.
Puis, En tout cas, c'est quand même un pas en avant, on va le dire, mais bon, moi je pense qu'il est un peu tard. Là. Il est tard. Il est tard, mais on est dans une drôle de période. Comment la rue Racine pouvait être belle dans les années 50 et comment c'est un peu pathétique aujourd'hui avec ses édifices en clobard puis ses parkings un peu partout. Hey, nous, on prend une courte pause et on vous revient immédiatement après pour s'en aller au niveau national et international. À tout de suite. Épargne Placement Québec présente le risque selon Simon. Sans même s'en rendre compte, Simon prend des risques. Des petits et des gros. Mais lorsqu'il a voulu se construire un atelier de sculpture, Simon n'a pris aucun risque. Il a épargné avec le CELI d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. Ça aurait été bien plus facile de faire comme si j'avais rien vu. De continuer à marcher dans le corridor. Tu tournes la tête, Me cacher derrière l'écran. de rire avec les autres. Les excuses, pas ce qui manque. C'est pas mon problème. Je suis pas un stou. Ça aurait été bien plus facile de me défiler. De rien faire. Mais j'ai décidé d'agir. J'ai dit, arrête, stop. C'est assez. J'ai dit ça va. Veux-tu en parler? Parce qu'ensemble, Ensemble, on est plus fort que l'intimidation. Quand on m'a proposé ce projet-là, je me suis dit que c'était un défi incroyable. Parcourir 2000 km seule, en suivant le réseau électrique, ça m'a amené à repousser mes limites. C'est un projet qui m'a rendue fière de la beauté du Québec, fière des bâtisseurs du réseau. Mais ce que je retiens surtout, c'est qu'en dépassant nos limites, on peut arriver à quelque chose de formidable. C'est vraiment inspirant. L'encadrement du cannabis, noir sur blanc. Actuellement, le cannabis est légal pour les 18 ans et plus. Et seule la Société québécoise du cannabis est autorisée à en vendre au Québec. Un adulte peut posséder jusqu'à 30 grammes de cannabis séché dans les lieux publics, sauf ceux où c'est interdit. On ne peut pas en cultiver soi-même, en fumer là où c'est interdit pour le tabac et dans d'autres lieux spécifiques, ni conduire après en avoir consommé. Informez-vous sur encadrementcannabis.gouv.qc.ca. Épargne Placement Québec présente le risque selon Ginette. Depuis toujours, Ginette aime prendre des risques. Parfois calculés et parfois pas. Mais lorsqu'elle a voulu s'assurer d'une retraite excitante, Ginette n'a pris aucun risque. Elle a épargné avec le REER d'Épargne Placement Québec et ses produits garantis à 100%. Réalisez vous aussi votre projet. Communiquez avec l'un de nos agents d'investissement. On est de retour et on s'en va avec la grosse nouvelle de la semaine. Une nouvelle qui est plutôt triste, le décès de Bernard Landry, ancien premier ministre du Québec, premier ministre péquiste. Depuis qu'il est décédé, on entend que les gens sont assez dithyrambiques à son égard, comme quelqu'un qui était engagé, et ça à tous les niveaux, même depuis qu'il était à la retraite, si tu veux. Ouais. Il était de toutes les manifestations, il était prêt à parler à tout le monde. Un des seuls premiers ministres qui est venu ici à la télé communautaire donner une entrevue. Hein, même quand on a eu un premier ministre dans le comté qui est pas... On salue sa mémoire. Non, mais c'est ça. Quel bilan, toi, tu fais de l'administration, de Bernard Landry, de sa carrière politique? Bernard Landry, premièrement, c'est quelqu'un qui a abouti au poste de premier ministre d'une façon qui n'était pas au suffrage universel, finalement, là, qui s'est retrouvé là, mais qui s'est démené. Il n'a pas resté longtemps, mais il a laissé une marque, certainement. Bien, parce qu'on dit qu'il était très fidèle à ses engagements. Il était très bon aussi pour enseigner, faire la pédagogie de la souveraineté. Et lui, c'était en tête de liste. Là. Il se mettait vraiment l'idée de la population, de l'État, du Québec avant toute chose. Non, c'est vrai qu'il y avait le don de communiquer, d'ailleurs. On le voit dans des documentaires qui sont à hauteur d'homme. Est-ce qu'il était aussi dans Point de rupture? Ça me rappelle quelque chose. En tout cas, c'est des documentaires que j'ai visionnés au Cégep. Et on voyait l'homme dans toute sa pédagogie également. Et force est d'avouer là, que c'est quelqu'un d'intègre qui... Je pense que tout le monde a reconnu ça aujourd'hui. C'est ça. Il était capable de dire « OK, ça passe pas, bien, je me retire ». Et c'est ce qu'il a fait. Il a carrément claqué la porte à 76 %.
de vote de confiance. Donc, le seuil d'un vote de confiance, intéressant, on parle de... Ça dépend beaucoup de la circonstance, mais là, à 76 M. Si le président des États-Unis, c'est 51. Effectivement. On va en parler plus tard, d'ailleurs. Ouais. Puis dans son bilan, moi, je veux noter 2 choses. Premièrement, la paix des Braves, hein, qui a travaillé beaucoup. Il était près des Autochtones. Puis là, aujourd'hui, c'est un peu à la mode d'être près des Autochtones. Puis c'est correct, là, dans le sens où c'est bien que ça soit à la mode. Hein? Je pense qu'on part de loin. Oui. Mais c'était un des précurseurs à faire ça, à vouloir s'entendre avec les peuples autochtones. Ça, il faut y donner. Et aussi, c'était un grand régionaliste. Lui, il comprenait l'importance de la région. Il a travaillé tellement pour amener de l'économie en Gaspésie. Il est venu ici souvent. C'est le père de la vallée de l'aluminium et de donner les tarifs préférentiels à des compagnies comme Alcan à l'époque, Rio Tinto maintenant, pour les aider à se développer en région, pour pas il s'est battu pour pas que le centre de recherche d'Alcan à l'époque soit transféré aux États-Unis, pas aux États-Unis, en Ontario, qui reste en région. Donc, un grand régionaliste qui, j'espère, en inspirera d'autres. Hein. C'est important de décentraliser, puis les régions, l'occupation du territoire. Garder des choses. Important. On parlait de Rona aussi dans l'actualité. Bien, on peut en parler tout de suite. Oui. Rona, c'est un bon exemple. On a laissé aller un fleuron. On n'a rien fait en disant, bon, ben c'est ça arrive. Quand on aurait pu poser des actions, peut-être. Et là, on disait, ben c'est le marché, il n'y a rien qui va fermer. Et là, on lève les 2 mains, on fait comme moi. Mais tu as vu que les libéraux n'ont pas commenté, d'ailleurs, la nouvelle des fermetures du Rona, parce que... Mais même le premier ministre désigné, François Legault, il est allé quand même de... en fait, on ne peut pas revenir en arrière sur Rona, mais disons, on va prendre des actions, entre autres la Caisse de dépôt, etc., pour essayer de protéger nos fleurons, les sièges sociaux, de garder... On veut ça en action. Bien, on veut ça en action, oui. Puis j'avoue que des fois, ça peut être complexe. Il est tôt, on va y laisser le temps de se mettre en route. Oh, oui. Mais ça, c'est vraiment important d'en parler. Donc, Bernard Landry, un grand régionaliste, bravo. Pour Rona, ben là, il y a 9 magasins qui vont fermer au Québec, plusieurs au Canada. On sait, je pense que la compagnie américaine qui a acheté les Rona. On parle de Lowe's, je crois. Oui, ont pas l'habileté de jouer avec des petits magasins dans les petits milieux comme on a beaucoup ici. Ils travaillent plus avec des magasins à grande surface. Et je pense qu'ils sont arrivés avec une réalité ou un paradigme qui... Le Québec, terre de grands espaces et où les gens sont few and far between, si on veut. Oui. Fait que j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Ben, il y a des magasins qui vont fermer, les gens vont perdre leur emploi, mais là, c'est les fournisseurs, c'est plein de choses aussi. Ça peut aussi bien se retourner contre eux. S'ils ferment trop de magasins, à un moment donné, il y a une clientèle qui va s'habituer à d'autres fournisseurs assez rapidement. Est-ce qu'il y en a d'autres, hein? Oui, certainement. C'est ça. Bernard Landry, on en a parlé. Là, je vais parler de l'affaire Tony Clemens, parce que pour moi, c'est un peu du fait divers, là, mais écoute, je peux pas comprendre. Ouais. Là, tu es député fédéral. Et là, Tony Clemens est sorti parce qu'il a envoyé des photos de lui, des photos et des vidéos explicites, de sexualité explicite à une femme qu'il considérait une femme consentante. Ouais. Et il s'est fait frauder, arnaquer, et on lui demande une rançon. Oui, parce que la femme en question, tout d'un coup, on lève le masque et il y a plus qu'une personne en arrière. Oui. Là, t'es député fédéral. Peux-tu penser que... en plus, là, commence à partager de la sexualité explicite. Là, moi, c'est une affaire que je comprends pas. Là. Mais bon, là, les gens font de la naïveté mêlée de on ne sait pas trop quoi d'autre, là, mais de la naïveté, certainement. En plus, M. Clemens siégeait sur le comité qui surveillait les agences de sécurité canadiennes. Là, je fais, mon Dieu Seigneur, c'est tellement paradoxal. Et là, écoutez, le pauvre gars, là, il est obligé de se pointer devant les médias et de dire « Bon, j'ai manqué de jugement, excusez-moi ». Et il tente de se faire passer pour la victime, mais tu sais, à quelque part, là, il est un peu responsable de son malheur. C'est ça. C'est sûr que si on dit « frappe-moi sur l'autre joue », la claque qui vient, après ça, c'est pas tellement... La faute est partagée un peu, là. Je veux pas parler contre l'Évangile, hein. Soyez certain que je parle pas contre l'Évangile, mais je fais une image avec ça. C'est sûr, si tu te présentes sur un plateau d'argent... Non, mais puis je pense que quand tu es une personnalité publique, tu le sais là, que les spots, excusez-moi, l'éclairage est sur toi tout le temps. Il faut que tu fasses attention à ça. Sans m'étendre sur ce sujet, Pierre, je trouve encore que c'est une manifestation désolante du fait que les gens sont parfois naïfs dans leur utilisation de la technologie, n'ont pas l'éducation de base sur comment ça fonctionne, ne s'intéressent même pas à savoir comment, même le plus petit niveau en dessous de ce qu'ils voient. Un nom, ça reste un nom et quand une personne te parle interposée par son écran, un système
le système encore est ton écran. Et il y a beaucoup de couches. C'est facile de dissimuler quelqu'un d'autre derrière un nom. Puis en plus, c'est que là, maintenant, on est toujours surveillé. Là. Ouais. Je sais pas si tu as entendu parler de l'affaire des sénateurs d'Ottawa. Tu n'as pas entendu parler de ça, mais ça, Peut-être, c'est mais une autre utilisation de la ouais. technologie. Les joueurs, il y a 7 joueurs, ils prennent ils sont en Arizona, après un match, ils prennent un taxi Uber. OK? Et là, ils jasent. Mais ils ont été filmés et la vidéo s'est retrouvée sur le web. Classique. Et dans la vidéo, il ramassait l'assistant coach de l'équipe. Oh. Là, tout le monde sait ça, là. Là, bravo l'ambiance avec les sénateurs d'Ottawa en ce moment. Là, c'est des grosses vedettes, c'est des gros noms. C'est pas des gars que tu peux pas faire jouer. Là, ça devient compliqué. Mais les gars, je veux dire, tu as le droit des fois de pas être d'accord ou de trouver que quelqu'un travaille mal, de le dire ou de... Et là, tu sais, quand ça se ramasse à la vue et su de tous, à cause que tu n'as pas été prudent. On parlait des commissions scolaires aussi. Ben oui, c'est ça. Fait que, en tout cas, Tony, une tâche à ton dossier. En tout cas, j'ai hâte de voir comment tu vas régler ça. Bon, la grève chez Post Canada, ça continue, des grèves tournantes. C'est maintenant à nous d'y goûter cette semaine. Donc, les manifestations, grèves. Bon, ce qu'on demande, c'est encore les conditions de travail, le salaire. Combien de temps ça va durer? J'ai hâte de voir, là, parce qu'à un moment donné, il faudrait que les gens s'assoient pour négocier. Ouais. Mais je pense que ça négocie encore. Mais à un moment donné, il faut mettre de la pression. Là. Ça fait je ne sais plus combien de mois qu'ils n'ont pas de chose est sûre, Post Canada va devoir faire face à la musique parce qu'il y a beaucoup de changements. On en avait parlé il y a 2 semaines. Bien, le commerce en ligne, entre autres, on ne livre plus seulement des lettres, mais beaucoup de colis. Là. Ouais. Et là, on voit que les employés ont de la difficulté à composer avec ça, certainement, si on est dans la situation actuelle. Donc, il y a quelque chose peut-être à moderniser, du moins. La comparaison avec USPS, le système de poste américain principal, fait pâlir le nôtre, quoi qu'on n'a pas 300 millions d'habitants. Ouais, mais on a d'autres défis aussi par rapport à la distribution. Mais ça, chose certaine, on est pointé du doigt à l'international comme ayant un système de poste qui est un peu déficient. Oui, en tout cas, on va regarder, hein, en espérant que ça se règle rapidement. J'attends des colis, un T-shirt d'ailleurs que j'attends depuis. On va te souhaiter ton T-shirt, le but. Oui, merci. Autre chose. Bon, ça, c'est un grand enjeu de société depuis très longtemps. Là. Le Parti québécois de René Lévesque en parlait en 1976. Changer le mode de scrutin. Oui. Donc, aller vers un mode plus proportionnel mix, on ne sait pas encore. Ça a souvent été l'objet de vœux pieux de la part de... Oui, c'est ça. Le PQ en a parlé, toutes les petits partis en ont parlé, mais quand ils arrivent au pouvoir, ils ne le font pas. La CAQ a dit la même chose. Justin Trudeau a dit la même chose. Hein. Ça sera la dernière élection avec l'ancien mode de scrutin. Il a fait des études. Finalement, ça ne s'est pas passé. Qu'est-ce qui va se passer avec la CAQ et François Legault? On ne le sait pas. Cependant, ce qu'on sait, c'est que c'est encore, en fait, dans les cartons parce qu'on a déjà lancé le processus pour modifier le mode de scrutin, l'amener vers un scrutin proportionnel. De quoi ça va avoir l'air, je ne sais pas. Comment on va faire? Est-ce qu'on va se rendre jusqu'au bout ou finalement on va choquer quand on va s'apercevoir que ça ne nous avantage pas tant que ça? Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que c'est très complexe de modifier la structure, mais il semble clairement avoir une volonté basée sur quelque chose de concret. Là, on sent qu'on veut ça depuis longtemps. Il y a un sentiment qu'il y a quelque chose d'injuste dans la façon dont on élit nos représentants. C'est certain, parce qu'en ce moment, les gouvernements ils peuvent être élus avec, on a vu là, une année, c'est 34 34 %, ça veut dire que 66 % des gens ne veulent pas te voir là, mais c'est toi qui gagne. Plus qu'une majorité, c'est clair avec ces chiffres-là. Ça manque de légitimité. Oui. À l'inverse, avec un proportionnel, ça prend amener davantage de gouvernements minoritaires. Moi, j'adore les gouvernements minoritaires. Je trouve que ça oblige les politiciens à se parler, à négocier, à réfléchir ensemble. Mais on est tellement habitué au bipartisme puis à je suis bon, t'es pas bon, que des fois, c'est difficile. Quand on a eu des gouvernements minoritaires au Québec, ça a été difficile, la gestion. Mais je pense que ces politiciens-là pourraient apprendre à gouverner de cette manière-là. Il y a des grandes démocraties, je pense à l'Allemagne. Ça fait 12 ans qu'ils ont des gouvernements minoritaires. Ça fonctionne, première économie d'Europe, ça fonctionne à mort parce que les gens savent se parler aussi. Exactement. Puis ça mettrait un bon coup dans le sacro-saint dogmatisme politique au Québec, l'espèce de rectitude politique qui fait que certains partis s'emmurent dans leur position, ne souhaitent pas discuter et ont une attitude pratiquement hautaine dans les médias après pour les défendre. Là. On aurait vraiment besoin de... On est rendu combien? 8 millions? Il faut se parler encore plus. Hein? Oui. Non, ça devient nécessaire. Oui. Penses-tu que ça va se passer? Penses-tu que la CAQ va être le gouvernement qui vont changer avec tous leurs chantiers en cours, je me dis qu'ils ne manqueront pas de bois à fendre. Et là, on parle de modifier des textes de loi qui sont assez
c'est dans les bases de notre système politique, donc ça prend énormément de... On n'est pas tous conscients de tout tous les jours, là, mais ça prend beaucoup de paperasse. Je ne veux pas dire ça de manière juristes, parce qu'il péjorative, faut que ça respecte la Charte des droits et des libertés, la Constitution, etc. Puis comme on n'a pas si signé t'enlèves la un morceau, là, puis qu'il y a Constitution, quelque chose qui se tenait dessus, là, puis que tu penses qu'il y a de quoi, mais ça se tient dans le vide après, parce que là, tu as retiré certaines lois. Il faut faire attention à la manière dont on procède, là, pour être certain que ça soit... Parce que là, on parle de fonctionnement d'un pays. Oui, c'est ça. Il ne faut pas que ça paralyse parce qu'il manque quelque chose à quelque part, qu'il y a un trou dans les règlements. Que ça soit, mettons, on amène ça devant les tribunaux, puis on renverse la loi, comme c'est arrivé souvent avec le gouvernement Repart, d'ailleurs, qui se faisait renverser des lois par la Cour suprême. Là. Donc, on va suivre ça aussi en espérant que ça se fasse pour une fois. Oui, monsieur. Bon, mon dernier point, on va aller à l'international. Oui. Un gros point, là, je pense qu'on est capable de passer 10 minutes là-dessus. On sort de chez nous un peu. On sort de chez nous. Oui. C'était les élections de mi-mandat aux États-Unis cette semaine. On va mettre un peu en contexte, c'est quoi les élections de mi-mandat? On va mettre les pendules à l'heure, littéralement. Ben oui, c'est ça. Il faut comprendre que les élections présidentielles sont aux 4 ans. Donc, là, on va élire le président. Aux États-Unis, ça ne marche pas comme chez nous. Non, c'est un système présidentiel. C'est un poste qui n'existe pas ici, qui n'est pas l'équivalent de notre premier ministre. On n'appelle pas la présidence, entre autres, on n'appelle pas ça le gouvernement, on va appeler ça l'administration. Oui, c'est une institution en tête. Le président des États-Unis. Parce que le gouvernement, c'est cette institution-là qui est la présidence et 2 chambres, le Sénat et la Chambre des représentants. On peut parler de représentants, on pourrait faire référence à un député ici. Pour le Sénat, là-bas, les sénateurs ont un réel pouvoir, contrairement à ici, où ils étudient des lois, mais on les entend pas souvent. Ben, puis de toute façon, ils font rien. Ben, pas qu'ils font rien, mais clairement, ils ne jouent pas un rôle important dans la démocratie. Ouais. Tandis qu'aux États-Unis, les chambres se balancent, ce qu'on appelle le check and balance. Ouais. C'est qu'il y a un regard des chambres une envers l'autre. Un vieux principe. Un vieux principe. De la fondation de leur pays, pratiquement. Oui, c'est ça. À mi-mandat, donc à 2 ans des élections présidentielles, au milieu du mandat du président, on fait les élections de mi-mandat, où là, on renouvelle l'ensemble de la Chambre des représentants. Donc là, on renouvelle cette chambre-là et le tiers du Sénat. Parce qu'il faut comprendre que le Sénat, c'est 2 sénateurs par État, tandis que la Chambre des représentants, c'est selon la population. Et ces sénateurs-là, on va en changer le tiers. Donc à tous les 2 ans, on change le tiers de cette chambre-là. Donc quand tu es élu pour 6 ans. Et puis, bon, et là, ça tourne. Le pouvoir des 2 chambres est très important. Donc, hier, ce qui s'est passé aux élections de mi-mandat, c'est que les républicains, donc le parti de Donald Trump, a conservé le Sénat, a même renforcé son avantage là. Donc, c'est une chambre qui, en général, va être en accord avec les politiques des républicains. Cependant, la Chambre des représentants a été reprise par les démocrates, ce qui fait qu'il y a maintenant une balance qui se fait et que Donald Trump ne pourra pas faire tout ce qu'il veut. Il y a plus d'opposition Il y a plus d'opposition. Il ne pourra pas faire des baisses d'impôts puis faire de la privatisation comme il voulait faire, comme il voulait, parce que là, la Chambre peut s'opposer à ça, parce que ça prend l'accord des 2 chambres et de l'administration pour réussir. Il peut toujours gouverner par décret, mais on l'a vu, c'est pas facile. Barack Obama a été longtemps avec les chambres contre lui, Bill Clinton aussi à l'époque. Et ils pourraient vous dire que c'est pas nécessairement... C'est pas chose facile. Mais sa présidence n'a pas été... M. Trump n'a pas été en danger directement, du moins. Non. C'est juste qu'on pouvait lui mettre des bâtons dans les roues un peu davantage. C'est ce qui va arriver, je pense. Sauf qu'on voit l'économie, les marchés boursiers, entre autres, remonter. Tout ça à cause de cette élection-là. Parce que, comme Donald Trump ne peut plus faire ce qu'il veut, ça amène une certaine stabilité. Parce que là, c'est plus compliqué de changer les choses. Si on ne change rien, ben on reste stable. Donc, au niveau économique, ça semble être bon. Là, on parle aussi des conséquences pour le Canada, parce que là, maintenant, l'ALENA, elle, même si ça a été négocié, il faut que ça soit signé aussi par les 2 chambres, donc que ce soit accepté. Ça pourrait être plus long que prévu. J'ai hâte de voir. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense aussi, là, tu me fais penser, le système américain, ça fait que le président est élu au suffrage universel. Donc, c'est tout le monde qui vote pour un président. Oui, mais c'est le principe des grands électeurs, là, c'est plus complexe que ça. Oui, ça pas directement. Là, c'est pas directement. Puis, tu sais, quand un État vote, tous les grands électeurs de cet État-là votent du même bord. Donc, c'est un système particulier. Ouais. Mais ça rend le président qui est presque inamovible, finalement, là, pour son mandat, mais qui doit composer avec le fameux check and balance. Oui, c'est ça. Et là, je veux noter des petites choses bien intéressantes à travers les élections. Parce que, tu le dis, quand on vote, aux États-Unis, ici, quand on va voter, ça prend quoi? 1 minute à aller voter, tu te présentes, tu vas dans la haie, tu fais ton petit X, tu le remets. Aux États-Unis, c'est extrêmement long. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des cahiers de vote, mais c'est des cahiers avec plusieurs pages. Le chef des pompiers, le shérif, le chef de police, les commissions scolaires.
et aussi les grands enjeux. Les grands enjeux de chaque État vont être décidés des fois par référendum et tout va passer par là. Là-dessus, je veux te noter mes préférés. Oui. Bon, premièrement, une bonne nouvelle. Au Colorado, on a élu le premier gouverneur ouvertement gay. Donc, c'est déjà une première. Hein? C'est un avancement, je pense. Au Colorado, en plus, on ne parle pas d'une société qui est très, très progressiste à la base. En tout cas, la ville Denver, oui. Denver, oui. Peut-être il y a Colorado Springs au Colorado. Ouais. Colorado Springs, qui est la ville la plus blanche des États-Unis, place très conservatrice, qui se tient droit, par exemple. Il y a des corvées de nettoyage, tout ça, c'est des gens qui sont très fiers. Mais c'est plus conservateur sur les mœurs un peu. Et d'autres choses qui ont été votées, dont on entend peut-être moins parler, mais qui sont des enjeux, en fait, qui vont par État. Entre autres, le Michigan vont légaliser le cannabis, donc ça a été accepté. On va... Frontalier avec le Canada, oui, quand même. Donc, mais le Colorado n'est pas frontalier, non, ils ont décidé de faire ça aussi. Donc, un troisième État aux États-Unis qui va légaliser le cannabis. D'un côté moins drôle, en Alabama, on met un holà à l'avortement. Donc, bon, on sait qu'en Alabama, là, à part Sweet Home, Alabama, là, il n'y a pas grand-chose de sweet. On veut pas être non, mais donc, l'avortement sera proscrit. Là. Ouais. C'est encore une société très... Là, c'est vraiment le sud. Là. Oui, très... La mentalité est différente. Oui, exactement. C'est vraiment pas New York. Là. Et d'ailleurs, en Alabama, il y a d'autres choses qui sont passées qui, moi, me fascinent. Hein. On va, quand je vous dis là, que c'est très, très à droite, la Bible Belt, la religion est très importante. Les chrétiens évangéliques sont très nombreux. Maintenant, en plus de ça, devant chaque édifice public en Alabama, il y aura les 10 commandements. Oh mon Dieu! Il y a des gens qui vont se faire... Les compagnies de laminage vont faire de l'argent. Hey, écoute, c'est ça. Et une autre nouvelle que je trouve plutôt positive, dans l'État de Washington, on a élevé l'âge pour avoir une arme à feu. Donc, on peut se procurer une arme à feu seulement à partir de 21 ans maintenant. On parle bien de l'État de Washington. L'État de Washington. La côte ouest. Oui, de la côte ouest, proche de Seattle, etc. Donc, on voit que c'est beaucoup plus complexe qu'ici, où donc on vote pour plein de choses, mais ça pourrait être une solution. Tu sais, entre autres, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui participent aux élections scolaires. Peut-être qu'on pourrait les mettre en même temps que les élections municipales. Peut-être aussi qu'ici, ça pourrait être intéressant quand on va voter de faire des référendums sur les grands enjeux. Oui. On sait que les Suisses sont les rois de ça. Chaque fois qu'il y a une demande qui est, mettons, une pétition avec tant de signatures, ils sont obligés de faire un référendum sur la question. Puis donc, on sait qu'un référendum, ici, ça coûte très cher à faire, mais quand tu as institutionnalisé ça et tu as un système pour le faire, à cette heure en plus avec le web, on parle de plus en plus de vote électronique, peut-être que ça pourrait être intéressant de consulter davantage, sans parler de démocratie directe, au moins on aurait directement le pouls de la population. Je pense que ça pourrait être intéressant parce que sur certains enjeux, on entend très fortement chialer sur un désaccord, mais des fois, les gens qui sont d'accord n'en parlent juste pas et sont beaucoup plus nombreux. Tandis que là, tous les gens qui vont voter bénéficieraient de cette occasion-là de faire valoir leurs pensées. Non, je suis tout à fait sur la même longueur d'onde que toi. Fait que c'est ça. Hey, on a déjà fait le tour de notre émission d'actualité. Merci Jean-René d'avoir été avec moi. On va passer là-dessus. C'est toujours un plaisir de faire ça avec toi. Merci à vous d'avoir été des nôtres. Je vous rappelle que si vous n'êtes pas d'accord, vous avez des choses à nous dire, vous pouvez nous écrire directement à la télévision du Haut-du-Lac. Les commentaires YouTube, sur Facebook également. N'hésitez pas à engager avec nous. Oui, parce qu'on débat. On n'a pas la vérité, mais on essaie de réfléchir tout haut avec vous. Et donc, vos commentaires sont bienvenus. Ils seront lus. Oui, là-dessus, passez une belle semaine d'actualité. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition de Qu'en pensez-vous? Bonne semaine!